Douceur, émotion, cocooning sont des mots que vous utilisez pour décrire votre mood quand vous écoutez Tant que je serai noir. Si vous êtes à court d'infusion, de chocolat ou de miel pour vous mettre encore plus dans ce mood, faites un tour sur l'e-shop Tant que je serai noir. Vous pourrez soutenir le média et des marques portées par des femmes inspirantes. Je ne veux pas peut-être faire d'enfant parce que voilà, c'est pas quelque chose que je sens dans ma chair. Je sais pertinemment qu'aujourd'hui à 31 ans, j'en veux pas. Mais j'ai peur du réveil plus tard, s'il y en a un. Le sentiment que j'ai toujours eu, c'est que quand j'aurai 20 ans, j'aurai une fille et je l'appellerai Margot. Et par contre, moi, j'avais aucune intention de porter un enfant et qui là maintenant est d'autant plus officiel que j'ai donc subi une hystérectomie. Je peux en parler parce que je suis enceinte d'un deuxième enfant, mais que ça a été très compliqué en fait de réfléchir ce désir. Il y a cette idée qu'une famille idéale, c'est 2 enfants. Je suis Tipora, host du podcast Tant que je serai noire, serai-je mère ? Le podcast qui invite anonymes, autrices, psy et militantes à s'interroger sur le désir ou non-désir d'enfant. Le 14 novembre 2022, l'association Boîte à cuir nous a accueillis à la Galerie du Montparnasse dans le cadre du festival des Fiertés. Merci à l'association Boîte à cuir et plus précisément à Juliana pour l'invitation et l'organisation. Nous avons fait un enregistrement live sur les parentalités queer et noires en France. Lors de mes recherches, pour préparer l'épisode, je suis tombée essentiellement sur des ressources anglophones. Et là, en fait, je me suis dit qu'il était temps d'amplifier les voix sur le sujet en France. Et pour cela, j'ai reçu à mon micro Audrey Ekweton. Dans cette troisième partie, nous avons parlé du rapport aux autres et la volonté de normaliser les histoires de parents queer et noirs. Là, j'ai une question du coup sur les clichés et notamment le fait, donc là c'est pour toi Audrey, que du coup en tant que parent queer, t'as un peu aussi je reviens à ce terme double peine, je sais pas s'il y a un autre terme, mais tu dois montrer que t'es une bonne mère parce que déjà t'es une maman noire et en plus t'es potentiellement vue comme une maman queer, donc il y a ce double cliché de va-t-elle pouvoir s'occuper de ses enfants du fait de sa double identité. Est-ce que tu es d'accord avec le fait que tu as dû peut-être dans ta vie prouver plus que d'autres femmes le fait que tu étais une bonne mère, en fait, si on peut encore dire bonne mère, parce que qui est une bonne mère en vrai? Je pense que c'est un peu croisé parce que je pense qu'avant d'être un parent queer, j'ai d'abord été un parent mono. Parental et déjà voilà c'est un peu compliqué donc je pense que ma première expérience parentale elle a été quand même pas mal jonchée de ces stéréotypes auprès de la fille qui a un enfant, la fille qui a eu un enfant jeune, la fille qui élève son enfant toute seule. Et puis pendant une longue période, comme ça se passait super mal avec le père de mon fils, mon fils est parti vivre avec son père. Donc là, j'étais la maman qui avait abandonné son fils, qui vit sa vie, qui profite et qui s'occupe pas de son enfant. Donc et puis les gens sont pas gentils en fait, tu vois. Ils connaissent pas ta réalité, ils te jugent et c'est un peu compliqué, mais bon. Je pense que ce qui m'a sauvée, c'est je pense que j'ai toujours été très sûre de mes choix. J'ai toujours été droite dans mes bottes dans les choix que je faisais et pourquoi je les avais faits. Et à partir du moment où je me suis dit j'ai rien à prouver à personne, c'était fuck quoi, tu vois, la plupart du temps. Parce que en fait déjà c'était pas les gens qui travaillaient pour moi, c'est pas les gens qui me donnaient à manger, c'est pas les gens non plus qui s'occupaient de mon fils, donc tu vois. Donc on va dire que la première partie ça a été ça, et puis en fait j'ai eu ma fille et je pense que je me suis outée plus ou moins à ce moment-là, et la difficulté c'était de savoir en fait, savoir où se outer, en fait, tu vois.
Auprès de qui Voilà. Donc, parce que je pense qu'il faut se protéger aussi et protéger son enfant. Ma fille est scolarisée et elle est dans une école privée catholique et je pense que je suis je pense que je suis la seule maman solo de l'école, la seule maman solo noire. Et j'ai pas envie non plus de rajouter cette étiquette de la maman solo noire et lesbienne. Donc, j'ai décidé d'une certaine manière je mens pas, tu vois, mais parce que j'ai ma vie sentimentale qui est là aussi. Et mais c'est vrai qu'il y a des cercles, il y a des endroits où effectivement je parle pas de ma vie privée, tu vois, et parce que je veux préserver aussi ma fille. Et puis, je me dis que j'ai envie aussi de la protéger des regards, des jugements que peuvent avoir les autres sur elle. Et surtout, je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle, en tant qu'enfant de maman lesbienne, quelle sera son expérience, en fait. Parce qu'il y a ça aussi, tu vois, il faut aussi donner le micro aussi aux enfants. Quelle est leur expérience d'avoir des parents qui ont une vie, on va dire, pas majoritaire, en fait, dans la société. Et je pense que c'est mon devoir, en tant que parent, aussi de la protéger de ça. Donc, sans mentir, sans travestir aussi ce que je suis. On est vraiment chez moi, on est dans une transparence, voilà. Mais voilà, il y a des endroits où effectivement je veux la préserver parce que c'est elle qui va à l'école, c'est elle qui est en contact avec les enfants, des familles. Et donc, ouais, je fais très attention parce que j'ai pas envie non plus que ça soit son fardeau, en fait, tu vois. Et je dois la protéger. Donc voilà, après, aujourd'hui, je pense que l'expérience de la vie m'a renforcée. Et tout l'imaginaire que les gens peuvent me renvoyer, je me dis qu'aujourd'hui, c'est plus leur insécurité, leur ignorance, leur phobie qui leur reverse sur moi. Moi, ça va très bien, en fait. Donc... C'est une très belle philosophie. J'espère que ça va permettre à certains de garder cette note quelque part quand il y a des attaques qui viennent de l'extérieur. Et moi, je voulais rebondir sur... tu parlais tout à l'heure du fait que c'était quelque chose d'intime. Est-ce que tu estimes qu'être du coup une maman lesbienne noire, c'est aussi politique ? Malgré moi, oui, je deviens un sujet politique. Parce que la société a décidé que les personnes comme moi ils devaient porter un étendard particulier parce qu'on serait soi-disant pas dans une norme. Donc oui, je deviens un individu politique dans la façon dont je mène ma vie, dont j'élève mes enfants, dont je conçois en fait mes relations. Donc oui, par défaut ou par j'ai pas le choix que d'être dans cette identité. Et puis ça a été renforcé par le fait que c'est vrai que quand je regarde autour de moi, il y a très peu de personnes, en tout cas en France, qui sont visibles et qui vivent dans les mêmes dynamiques familiales que les miennes. Et donc, pour moi, c'est intéressant de pouvoir normaliser, en fait, tu vois. Comme je disais tout à l'heure, c'est montrer que c'est possible, en fait. Il n'y a pas plus de difficultés qu'autre chose, qu'on peut être très heureux, très heureuse, en fait. Et qu'on a une vie normale, en fait. On travaille, on élève nos enfants, on mange, on sort. Enfin, il y a rien pour moi, c'est pas plus exceptionnel que ça, en fait, tu vois. Donc, ouais, il y a une normalisation, en fait, de ma situation, je trouve. Je pense que ça, c'est important.
En fait, au-delà même de la représentation, parce que je pense que les représentations sont importantes et elles sont aussi importantes, mais elles sont aussi fantasmées en fait. Et c'est pour ça que je parle de normalisation, parce que moi, je vis pas dans un rêve et j'ai envie de, quand je parle de ma vie, j'en parle de façon telle qu'elle est en fait, tu vois. Et même quand je communique sur les réseaux, je suis pas dans un truc scénarisé autour de, tu vois. Je veux vraiment normaliser le fait que voilà, il y a rien de normal, quoi. Non, pas plus, tu vois. Pas plus, je me sens pas plus spéciale que ça, tu vois. Je me trouve dans une normalité, peut-être la mienne, mais dans une normalité, quoi. Qui te convient. Ouais. Et merci pour ça. Enfin, je pense que tu dois avoir plein de messages de personnes qui te remercient, tu vois. Oui, c'est vrai que sur mon profil, j'ai pas mal de personnes, des femmes en particulier, qui me parlent et qui me disent que elles parlent de courage, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal avec ce mot-là, parce que pour moi c'est pas du courage, mais ouais, qui me remercient de montrer qu'effectivement c'est possible, ouais. C'est pas du courage pour toi, mais pour des personnes qui sont dans des situations où elles sont, disons, moins en confiance que toi sur certaines choses. Pour elles, c'est ce que toi tu considères comme étant ça va de soi. Pour elles, c'est du courage. Oui, après c'est vrai que ça n'a pas été évident. Je veux dire, j'ai fait mon coming out assez tard, j'avais 2 enfants, et quand je l'ai annoncé à certains membres de ma famille, même ma mère, il y avait des réticences très très fortes en fait, tu vois. Et à ces personnes, je leur ai dit, mais en fait, vous voulez pas que je sois heureuse, en fait. Tu préfères que je sois avec un homme qui me batte. Et puis, j'ai une vie, en fait, normale. Je comprenais pas, en fait, la difficulté Ouais, pourquoi, en fait? Pourquoi j'ai pas le droit, en fait, tu vois? Et je pense que, d'une certaine manière, je pense que j'ai fait une sorte de combat un peu silencieux envers les personnes qui étaient réticentes, sans pour autant être dans une démarche à vouloir les convaincre. Mais je pense que la manière dont je mène ma vie aujourd'hui, qui je suis, ce que je fais, je dis pas que je les ai convaincus, mais je dirais que les réticences, elles se sont un peu baissées. Je pense qu'aujourd'hui, ma mère, qui a quelques années, il y a 10 ans, était super. Aujourd'hui, elle est cool avec ça. Je veux dire, même avec mes partenaires, en fait, elle est très. Je veux dire, il n'y a pas de différence. Et c'est vrai que c'était pas gagné au début, tu vois. Et je pense que c'était pas gagné. Et je pense que ce qui a fait qu'aujourd'hui j'ai ce parcours, c'est que j'ai pas décidé de me battre contre ces personnes. J'ai décidé de faire mon choix pour moi et continuer ma vie. Et qui m'aiment me suivent, qui m'aiment pas. Parce qu'en fait, je pense que quand on écoute vraiment le bruit que font les autres, ça freine, ça te fait te questionner, tu perds confiance en fait. Et puis en fait, c'est les autres qui régissent ta vie en fait. Et je pense qu'avec le parcours que j'ai eu, la vie que j'ai eue depuis petite, j'en ai eu marre en fait. Et j'avais juste envie de laissez-moi tranquille, en fait. Genre, c'est moi, en fait. C'est juste moi, c'est ma vie. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, en fait, parce que ça continuera, en fait. Et du coup, oui, on peut l'applaudir. Merci de le dire, parce que je pense que ça fait écho à toute personne qui, quelle que soit son histoire, se heurte parfois en fait au regard des autres, que va-t-on dire, etc., etc. Et c'est pour ça que j'adore ton travail, parce que ça permet vraiment de visibiliser, j'aime pas le terme rendre normal, mais en fait c'est se dire ça existe en fait.
Donc, si quelqu'un vient m'embêter, il y a une personne qui, comme moi, en fait, existe quelque part et je suis pas folle et je n'ai pas à être, en fait, hors de cette société ou de cette communauté. Et c'est vrai que c'est pour ça que je voulais vous avoir tous les deux ici, parce que d'avoir pu créer des communautés comme ça, qui permettent à des jeunes ou même des moins jeunes, en fait, de se voir, de se connecter, de se dire « je suis normale ». Je trouve ça incroyable, en fait, surtout en France. Donc, vous êtes des pionniers, il faut le dire. J'espère que cet épisode prouvera que vous êtes des pionniers et pionnières. Dans le prochain épisode, nous allons parler de déconstruction et plus précisément d'apprendre à se déconstruire pour avancer dans cette société.